Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Occident. Alors aujourd'hui, on va recevoir un personnage, une personnalité, on va dire l'aumônier des médias. C'est un pasteur évangélique, mais qui adore communiquer. Vous allez voir qu'il est un peu partout. Bonjour Éric Lantier, donc je vous présente Éric Lantier. Est-ce qu'on peut vous qualifier encore de pasteur évangélique ou est-ce que ça fait pas... Oui, absolument. Disons que j'exerce principalement un rôle d'aumônier, mais j'ai aussi des fonctions pastorales dans une église de la Haute-Gatineau. Très bien. Alors, l'aumônier des médias, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a aussi l'aumônier des artistes. Enfin, donc là, bon, c'est un polémiste, un commentateur médiatique, un conférencier, un blogueur, un aumônier et récemment un coach professionnel. Alors, peut-être vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste un coach professionnel, dans quel domaine par exemple? Et moi, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'intelligence genrée. Donc, j'ai suivi deux formations avec l'équipe Mars-Vénus-Côté de John Gray, celui qui a publié des livres à succès, le Mars et Vénus. Donc, j'ai fait partie de cette équipe pour justement avoir un regard, une perspective sur les différences entre les hommes et les femmes en milieu de travail, en relations amoureuses, dans le leadership, dans la gestion d'entreprise ou d'équipe. À ce moment-là, j'ai appris à détecter quelles sont les forces des hommes et des femmes et quels sont leurs besoins, leurs distinctions respectives. Alors, vous commentez l'actualité politique et sociale sur plusieurs stations de radio au Québec, en Ontario et même aux États-Unis. Mais pour commencer, donc, je vais quand même rappeler historiquement. Alors, j'ai dans les mains le tome 1, donc Ma vision pour un Québec démocratique, donc en bleu. Hein, comme ça, vous pouvez l'identifier à partir de la couleur. Dans un Québec démocratique, il n'y a pas de place pour la pensée unique. Donc, et puis, il vient de sortir le deuxième volume qui fera l'objet d'un lancement le 19. Alors peut-être qu'au début, on peut rappeler le 19, l'adresse à Montréal, le lancement, pour comme ça, on finira aussi avec. Oui, c'est le 264 Saint-Zotique-Est. Donc, c'est tout près du métro Beaubien sur l'île de Montréal. Très bien, on en reparlera à la fin de l'émission. Alors, ma vision pour un Québec, donc tome 2, donc violet. Hein. Et donc là, pour commencer, pour introduire le livre, vous dites que cet ouvrage, donc l'auteur ne cesse de partager ses connaissances, ses opinions et sa vision du monde sur les ondes, les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est un recueil d'articles. Donc cet ouvrage est la suite du tome 1, donc je viens de le lire. Donc ce second renferme les articles que j'ai publiés. Donc, UFPost Québec, le Prince Arthur Hérald, Québec Nouvelle, décentré, c'est son blog, et sur la plateforme de la ligne ouverte, auquel il peut rentrer en contact directement avec les gens. Alors, vous avez décidé de dédicacer à votre épouse et à vos 4 jeunes adultes, parce que vous êtes père aussi d'une famille, d'une belle famille, et vous dites, je dédie cet ouvrage à mes petits-enfants, pour qu'ils puissent découvrir l'espérance qui s'attache à la mission de ce recueil. Donc, en fait, vous inscrivez ces 2 volumes, enfin, dans une mission, quelque part. Oui, tout à fait, parce que, écoutez, pour moi, c'est important et c'est essentiel que mes enfants et mes petits-enfants puissent mener le même combat, donc s'affirmer dans un Québec démocratique. Parce que si personne ne s'affirme, si on devient une masse silencieuse, eh bien, à ce moment-là, nos revendications, nos droits, nos valeurs ne seront jamais reconnus ou vont disparaître. Alors, on a besoin de voix qui s'élèvent. Et moi, j'espère que mes petits-enfants, pas seulement mes enfants, mais que mes enfants vont transmettre cette passion et transmettre cette vision à leurs enfants également. En Jésus et aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est aussi ça, le message qu'il y a derrière? Bien, c'est sûr que, évidemment, il y a une trame narrative. Moi, je suis issu d'une pensée, d'une idéologie qui est judéo-chrétienne, évidemment. Évidemment, il y a des principes qui sont là. Mais je ne suis pas en train de partager ma foi. Je suis en train de partager mes valeurs. Avec mon regard, ma vision du monde, je propose une discussion. Et c'est pour ça que moi, ce que j'aime, c'est que ces articles-là, à chaque fois que je les fais lire à des gens,
ça déclenche une discussion, ça déclenche un sain débat. Et moi, j'aime les débats qui sont respectueux, les débats où est-ce que on peut apporter des arguments en dehors de ce que on va dire t'es épais, t'es cave, mais avoir des arguments sensés, des arguments rationnels, où est-ce qu'à la fin, on peut demeurer sur nos positions, mais on est satisfait d'avoir échangé et d'avoir pu comprendre la perspective de l'autre. Donc, si je comprends bien, la foi est un pilier pour soutenir les valeurs que vous défendez dans le livre. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous introduisez ça alors avec une citation. Alors, je voulais un peu avoir une explication parce que je trouve ça intéressant, mais en même temps, je trouve ça très complémentaire. Vous dites, la différence entre les Américains et les Québécois est simple. Nos voisins du Sud équipent le citoyen à contribuer au bien collectif, tandis qu'au Québec, on se donne des leviers collectifs pour le bien de l'individu. Alors, expliquez-nous un peu... cette ambivalence que vous avez soulevée, quoi. C'est parce que souvent, on a l'impression qu'être à gauche, hein, être socialiste, c'est rechercher le bien commun, c'est rechercher le bien de la collectivité. Alors que, qu'est-ce que font les centrales syndicales? Et ces centrales-là défendent leurs membres. Et ils veulent que les individus, les citoyens puissent être mieux nantis, vivre dans un meilleur monde. Mais ce n'est pas nécessairement équiper la collectivité, ça. C'est que chaque individu puisse avoir son bungalow, sa piscine. Et donc, aux États-Unis, c'est différent. On veut que le citoyen prospère pour qu'il y ait tous les leviers nécessaires en tant que citoyen pour contribuer à la société civile. Et ça, moi, j'aime cette vision-là. J'aime qu'on puisse avoir toutes les ressources possibles pour contribuer au bien de notre prochain. Et c'est cette nuance-là qui est important de mettre en valeur au Québec parce qu'elle n'est pas suffisamment mise en valeur. Bien. Alors, bon, vous faites un avant-propos, une préface, prologue, etc. Donc, vous préparez, si vous voulez, les lecteurs à le contenu. Alors, vous commencez par parler de la crise sanitaire. Et effectivement, disons que c'est justifié parce qu'on sort de 2 ans de... En tout cas, pour nous, d'enfermement, comme dit Foucault. Alors, vous dites que la gestion de la pandémie est directement liée à l'élection de 2003. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Parce que 2003, c'est ancien. Alors, quel est le lien avec la pandémie qui était entre 2020 et 2022, on va dire? Oui, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'élection de 2003, il y avait 3 candidats majeurs, hein. Souvenez-vous, il y avait Jean Charest, et il y avait Mario Dumont qui était là pour essayer de renverser le Parti québécois. D'accord? Et donc, à ce moment-là, Jean Charest a tiré son épingle du jeu, a essayé de dépeindre Mario Dumont comme étant un alarmiste. Et Mario Dumont disait, on doit faire des changements spécialement en santé parce que dans 15 ou 20 ans, s'il arrive une crise majeure, on ne sera pas capable de la soutenir. Et là, les Québécois ont cru Jean Charest. Ils ont élu Jean Charest et Jean Charest a maintenu son règne pendant plusieurs années. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Quand cette crise est survenue en 2022, le système de santé n'a pas été capable de soutenir cette crise-là suffisamment pour qu'on puisse jouir des libertés qu'on avait auparavant. Si on avait Dumont à ce moment-là, si on avait introduit justement le privé, si on avait trouvé un moyen d'aller chercher les forces de chacun des systèmes, améliorer le système de santé, améliorer justement notre réseau d'urgence, etc., on aurait pu mieux absorber cette crise-là et mieux la gérer et avoir des répercussions économiques beaucoup moins désastreuses. Est-ce que vous pensez qu'Éric Duhaime pourrait être le relais qui pourrait reprendre ce combat parce qu'il parle d'un système hybride privé-public. Il ne veut pas renier le service public, mais au contraire, comme vous le dites, là, plutôt le renforcer. Est-ce que vous pensez qu'il aurait... parce qu'il a travaillé en plus avec Mario Dumont à l'époque. Il était un des conseillers. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de... Parce qu'il semble tenir un peu le même genre de propos, quoi. Tout à fait. Maintenant, tout est dans comment on articule le message, comment on le présente. Et c'est pour ça qu'en 2003, Jean Charest a gagné, parce qu'il y avait une façon d'articuler son message qui a réussi à convaincre les Québécois et les Québécoises. Maintenant, Éric Duhaime va devoir s'entourer de gens et spécialement des spécialistes en communication pour bien faire passer son message, pour qu'il soit bien compris, parce que ses adversaires vont tout faire pour le dépeindre comme s'il veut présenter un système américain où est-ce qu'il y a un système pour les riches et un pour les pauvres,
alors que ce n'est pas ce qu'il veut présenter. Tout à fait. Alors, donc là, c'est la crise sanitaire, donc là, c'est l'introduction du livre, mais donc il y a quelques articles sur le thème. Vous parlez ensuite de l'intelligence genrée et de la famille, mais je trouve que c'est un lien avec, on va voir que c'est avec la notion de démographie, c'est très important. Mais alors là, vous avez une réflexion intéressante sur la place de l'homme, en fait. Enfin, ça fait longtemps qu'on se pose la question, hein, parce que avec le mouvement féministe justifié, hein, dans certains cas, hein, la façon dont certains hommes traitent les femmes est parfois scandaleux. Il y a un manque de respect, l'égalité du salaire, compétences, etc. Mais vous dites que ça va un peu plus loin puisque c'est un monde sans hommes. Vous avez un article là-dessus. La famille traditionnelle, vous posez bien sûr aussi la question de la famille traditionnelle, un homme, une femme. Là aussi, il y a un problème avec le mouvement Wokies. Et puis le fait qu'on puisse se déclarer dans certains pays ni une femme ni un homme. On a même vu un homme avec une barbe dans une émission Arrêt sur image en France devant le rédacteur en chef qui était très connu médiatiquement, dire qu'il n'était pas un homme, quoi. Donc ça devient préoccupant. Comment vous voyez ça? Mais dans un premier temps, parce qu'il y a plusieurs points dans ce que vous soulevez, dans un premier temps, les hommes, on doit investir énormément d'argent chez les hommes, alors que les féministes vont dire non, non, ce sont les victimes d'inégalité ou d'inéquité. Maintenant, ce sont les hommes qui sont de moins en moins scolarisés. Ce sont les hommes, malheureusement, qui vont commettre davantage de crimes et qui vont être victimes de crimes. La violence conjugale, ça commence par un homme la plupart du temps. Alors, les viols, c'est principalement des hommes qui les commettent. Donc, plus on va investir pour renforcer la masculinité, pour donner un sens à la masculinité, eh bien, plus on va réduire justement ces méfaits que subissent les femmes. Donc, plus on investit dans la qualité de vie des hommes, plus les femmes vont récolter des dividendes. Et ça, c'est mon discours. Alors, vous parlez de revaloriser le concept d'engagement chez les hommes, et aussi, vous êtes carrément à proposer un secrétariat aux affaires masculines. Tout à fait, parce que les hommes sont, entre les hommes et les femmes, si on les compare, eh bien, les femmes, règle générale, c'est pas vrai dans tous les cas, mais généralement, les femmes vont consulter plus facilement si elles ont besoin d'aide médicale ou psychologique. Alors que les hommes attendent à la dernière minute, à la limite, et c'est pour ça qu'il y a davantage de suicides chez les hommes et que les suicides chez les hommes sont plus drastiques parce qu'ils ne consultent pas suffisamment. On a besoin d'amener les hommes à aller chercher de l'aide pour justement éviter qu'il y ait des drames familiaux, des drames sociaux et davantage de suicides. Donc, si on se préoccupe de la qualité de vie des hommes, si on se préoccupe justement de la qualité de vie des futurs papas, des futurs maris, et bien là, à ce moment-là, c'est toute la société qui va en bénéficier. Très bien. Alors, ensuite, vous passez à un autre chapitre qui s'appelle Identité, laïcité et patriotisme communautarien. Vous introduisez ce chapitre ou cette partie en faisant référence à Martin Luther King, pour ma part, que j'aime beaucoup. Mais vous dites qu'il continue d'inspirer les Québécois. Alors, sur quel plan? Sur le plan identitaire? Sur le plan de la laïcité? Parce qu'il n'a rien à voir avec National Islam, comme on le sait, ou Malcolm X. Qui avait d'autres discours. Lui, il était vraiment pour l'intégration, etc. Alors, comment vous voyez ça? Comment il inspire les Québécois? Voilà. Mais parce qu'il était fier de qui il était. Il était fier de ceux qu'il représentait. Et il avait des revendications et il les exprimait avec vigueur, avec fierté. Il était inspirant, c'était un bon communicateur. Hein, on se souvient, I have a dream, c'est un visionnaire et il en a même perdu sa vie parce qu'il allait jusqu'au bout de ses idéaux. Et je crois qu'on a besoin de plus de Martin Luther au Québec qui sont fiers d'être des Québécois, qui sont fiers de leurs racines, qui sont fiers de leur patrimoine en disant que oui, tout le monde est le bienvenu ici, mais voici ce qu'on est. Voici notre identité. Et voici, on offre plus de liberté qu'ailleurs. Et c'est ça, c'est d'avoir cette fierté-là d'être québécois, d'être à la fois fier de notre identité, mais fier aussi de notre capacité d'accueillir, fier d'être des gens hospitaliers.
Et ça peut faire toute la différence. C'est très lié avec le fait d'être fier de ses racines. Ça permet d'être beaucoup plus fort pour accueillir les autres et d'avoir pas peur de la différence, quoi. Exactement, parce qu'au lieu d'avoir des ennemis, comme si voir l'intégration des nouveaux arrivants, c'est une menace, eh bien, on leur dit, on vous accueille, mais voici qui nous sommes. Alors vous parlez bien sûr de comment sortir du cul-de-sac identitaire. On a vu justement une interview ce matin avec Madame Marois il y a 12 ans, qui a échappé à un attentat. Enfin, on se rappelle quand même que c'est quand même, même au XXIe siècle, on a quand même des Québécois qui ont failli. D'ailleurs, il y a eu des morts. Enfin, donc c'est quand même quelque chose qui est quand même très délicat. Mais vous parlez aussi du port de signes religieux et la crainte de l'envahisseur. Ça, c'est important, on vient d'en parler. Mais est-ce que, je sais que vous faites référence à un moment donné de l'attentat qu'il y a eu aussi à Québec. Et ça a été une sorte de découverte que le Québec, c'est une nation comme les autres, en fait. Il y a aussi des problèmes de meurtres chaque semaine, enfin à Montréal ou n'importe où au Québec. Donc ça veut dire aussi qu'on ne reconnaît pas qu'il y a une violence aussi comme les autres, ou alors il y a une spécificité qu'on a oubliée peut-être. Oui, tout à fait. C'est que, justement, la violence, pour moi, elle n'est pas ethnique. La violence, elle est dans le cœur de l'homme. Et maintenant, c'est un problème qu'on doit faire face, qu'on doit composer avec cette réalité-là. Et c'est pour ça que je crois que dans une société réellement démocratique, où est-ce qu'il y a une place pour des pensées divergentes, si on pouvait avoir de plus en plus de débats, où est-ce qu'on peut débattre dans le respect, dans la dignité, pour que les gens se sentent entendus. Par exemple, je vais dévier un peu du sujet, mais vous allez voir le parallèle. Éric Duhem, le fait qu'il y a plus d'un demi-million d'électeurs qui ont voté pour son parti et qui a aucun privilège à l'Assemblée nationale, pour moi, c'est un déficit démocratique. Et qu'est-ce que ça fait? Ça suscite justement la colère des gens. Malheureusement, pour certaines personnes plus extrémistes, ça peut les amener à faire des méfaits, à poser des actes de violence. Alors, si on avait de plus en plus de plateformes pour pouvoir s'exprimer librement, eh bien, moi, je crois que ça diminuerait la tension sociale. Alors vous parlez du réveil des conservateurs patriotiques. Est-ce que vous entendez par là le Parti conservateur du Québec, qui fait référence bien sûr à l'Alliance, enfin il y a un mouvement qui est né dans les années 30-40. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Parce qu'on le sait bien, dans le parcours d'Éric Duhem, c'est un nationaliste, il a commencé au PQ, il avait 16 ans. On connaît son histoire d'engagement parce qu'il n'a pas commencé dans les médias, il a commencé dans la politique. Mais c'est un homme complet qui maîtrise autant les médias, les rapports aux médias, et puis en même temps la politique et sa connaissance intime des rouages de la politique au Québec, mais aussi au Canada. Oui, oui, je connais Éric Duhem. Quand j'étais à l'Alliance canadienne, il faisait partie aussi de ce parti politique et j'ai pu le côtoyer, j'ai pu avoir de bonnes discussions. Je peux vous dire que c'est un homme très brillant, c'est un fin stratège. Maintenant, ce qui arrive, c'est que souvent, avec le discours nationaliste, ce que ça fait, c'est que ça crée des oppositions, ça crée une polarisation. Puis un nationaliste ou je suis un fédéraliste, moi, ce que je dis, tous les Québécois devraient être fiers de leur patrimoine. Et ici, par exemple, au Québec, on fête Noël, on fête Pâques, on fête l'Action de grâce. Ici, on a une croix sur le Mont-Royal parce que ça fait référence à notre patrimoine. Quand les gens ont quitté la Nouvelle-France, ils sont venus ici pour avoir une terre de liberté. Alors, si on pouvait revaloriser notre patrimoine en disant, on en est fiers. Maintenant, ça a pris une autre forme parce qu'on est en 2023, puis l'an prochain, on va être en 2024. Mais il reste que ça fait partie de notre histoire. On l'enseigne à nos enfants pour qu'ils soient fiers de ce que des gens sont venus couper des arbres, sont venus, et il y en a plein qui ont été atteints du scorbut, qui ont vécu des maladies, qui ont donné leur vie pour que ça devienne une terre de liberté. Et c'est cette fierté-là qu'on doit retrouver au Québec, à mon avis. Survivre à l'époque,
heureusement, il y a eu justement parce que j'aime beaucoup Champlain et j'ai lu son ouvrage, la biographie de l'Américain, là, qui parle de sa façon originale d'avoir des contacts avec les communautés amérindiennes, qui a permis donc aux nouveaux colons de survivre et de s'apprivoiser, disons, les manières de survivre, surtout l'hiver. Alors, vous parlez de la démocratie, et ça c'est important, c'est bien sûr au cœur de votre ouvrage. Bon, il y a un déficit, c'est clair, il y a eu 60% des Québécois qui ont voté, donc ça veut dire qu'il reste 40%, puisque les 5 partis politiques se sont répartis les 60%. Et vous dites que c'est important, qu'il faut regagner la confiance des électeurs par l'indice d'engagement. Là, vous parlez aussi de cet engagement, comme vous avez parlé pour les hommes. Promouvoir la culture du débat, sa presse. Alors, justement, par rapport au mouvement wokiste qui nous censure, on a vu même qu'à l'Université de Laval, enfin, on voit des gens qui se lèvent pour s'opposer au fait qu'on ne peut candidater que si on n'est pas blanc. C'est quand même incroyable au XXIe siècle de voir ça. Donc des candidatures réservées aux Noirs, mais on a vu aussi des associations ou même des émissions dans les tables rondes ou dans les plateformes de voir des Noirs qui ne refusent les Blancs pour pouvoir venir débattre, etc. Donc il y a une démarche je dirais de retrouver le sens de la diversité, autant au niveau de la diversité ethnique, mais aussi de la diversité dans les idées, quoi. Mais c'est ça. Si on met en valeur notre patrimoine et qu'on réussit à générer un certain consensus autour de ce patrimoine-là, maintenant qu'il y ait des différences, c'est moins menaçant. Pourquoi? Parce qu'on a un point commun qui nous unit tous. Maintenant, qui arrive là, je crois que lorsqu'on débat avec des personnes qui ont une histoire sombre, je pense que justement à la communauté africaine et tout l'esclavage derrière ça, pour avoir discuté avec des personnes qui sont issues de cette communauté-là, il y a des sensibilités. Lorsqu'on débat avec ces gens-là, lorsqu'on discute, c'est important d'être sensible à leur réalité. C'est peut-être ça qu'on a besoin d'enseigner à nos jeunes. On commence tout jeune à l'école et inculquer dans nos familles cette sensibilité à l'égard de notre interlocuteur. Et c'est peut-être pour ça que mon côté aumônier des médias est présent parce que pour moi, on va s'enrichir si on développe un discours où est-ce que on pousse peut-être la réflexion de notre interlocuteur dans les câbles. Peut-être qu'on déboulonne ces raisonnements, mais si on le fait dans le respect et dans la sensibilité, on va tous et toutes être gagnants. Du fait que l'Est du Canada ne veut pas d'une culture du débat et qu'il y a une augmentation de la persécution des chrétiens et une sorte de mutisme qui vont de pair. Mais on parlait de l'attentat contre la mosquée à Québec. Bon, on voit bien que dans le monde, la paix est difficile à trouver. On est toujours en état de guerre un peu partout dans le monde. En tout cas, un enrichissement, une autre façon de voir les choses. Mais en même temps, il y a une difficulté structurelle dans la société, qui n'est pas seulement propre au Québec d'ailleurs. Hein. Par exemple, la reconnaissance des diplômes, la reconnaissance des savoir-faire, pour permettre aux gens de s'intégrer à la société, d'avoir un travail, une ressource financière. Ça fait partie de cet enjeu d'intégration et de culture de débat, parce qu'il faut savoir reconnaître cette différence pour pouvoir mieux l'intégrer aussi. Oui, tout à fait. Et écoutez, regardez, juste les courses au leadership du Parti conservateur du Canada. Qu'est-ce qui disqualifie la plupart des chefs? C'est soit leur position personnelle concernant l'avortement ou leur tolérance à des membres qui sont contre l'avortement. D'accord? Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'on a clos le débat. Ça veut dire qu'il y a une fermeture intellectuelle à en rediscuter. Moi, ce que je propose, c'est justement de dire pourquoi on ne met pas au point une commission parlementaire au fédéral où est-ce qu'on invite des médecins, des travailleurs sociaux, des femmes qui ont vécu des avortements pour entendre leurs témoignages. Et notre objectif, c'est de dire comment au Canada, on peut augmenter le nombre de femmes qui vont désirer garder leur bébé.
Plutôt que d'avoir un débat pro-vie, pro-choix, puis être en lutte, puis arrêter de discuter de ça, de clore un débat. Et ça, c'est un vieux discours des années 80 du 20e siècle, clore le débat sur l'avortement. Mais si on est progressiste, on devrait dire non, c'est plus ça maintenant. La trame narrative, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que pays, en tant que société, pour qu'il y ait de plus en plus de femmes qui désirent garder leur enfant? Quels sont les moyens qu'on peut se donner? Des ressources qu'on peut se donner. Et là, on est constructif. Et c'est pour ça qu'on doit réouvrir ce débat-là, non pas pour se déchirer la chemise, mais pour trouver des solutions concrètes qui vont aider les femmes qui auraient voulu garder leur enfant. Et ça, pour moi, c'est un signe de vitalité sociale. Tout à fait. Puis en même temps, vous donnez une sorte de réponse aux enjeux démographiques qui, pour compenser le manque de bébés, on le voit en Allemagne, c'est une catastrophe parce qu'ils ont fait rentrer 2 millions de personnes d'un coup. C'est très difficile d'intégrer ces gens-là qui doivent en quelques mois s'intégrer à une culture millénaire. Mais la démographie, c'est aussi effectivement faire des enfants. Alors, le Québec est en avance, d'ailleurs, vous le soulignez, parce qu'on a quand même les congés parentaux pour les pères, alors qu'avant, c'était seulement les femmes qui assumaient ça. Donc, il y a quand même des avancées importantes qu'il faut souligner. Mais vous revenez aussi sur une politique nationale. Donc, alors, je voulais avoir une question un peu plus précise sur votre engagement. Parce que est-ce que vous êtes justement cette ambivalence entre indépendantiste ou fédéraliste? C'est quoi votre position? Parce qu'on l'a bien compris que là, ça donnerait, pour ce qui est de la démographie, s'occuper plutôt d'essayer d'aider les femmes à avoir des enfants et de pouvoir conserver leur travail, par exemple, enfin, tout un tas de solutions intelligentes. Alors là, c'est quoi votre position par rapport à ça, par rapport à cette politique nationale? Écoutez, moi, je suis né d'une famille extrêmement souverainiste, d'accord? Et moi, j'ai voté oui en 1995 en faveur de l'indépendance du Québec. Maintenant, ce que je me suis rendu compte à partir de 1997, c'est que, oh, un instant, le Québec a une vision très claire de la souveraineté qui est de devenir un État progressiste. Maintenant, en dehors de cela, ça va ressembler à quoi un Québec indépendant? Et moi, j'ai toujours l'impression que quand on me propose l'indépendance du Québec, c'est de signer un chèque en blanc en disant soyons un pays et maintenant qu'on aura un pays, on fera ce qu'on veut. Mais moi, c'est le contraire. Je me dis proposez-moi un Québec. Faites-moi rêver d'un Québec indépendant. Ça ressemble à quoi? On va vivre comment? On va vivre de quoi? Quelles seront nos valeurs? Quelles seront nos principales lois? Quelle sera sa constitution? Et là, je voterai oui ou non en faveur de ce qu'on me propose. Mais là, c'est un néant. Alors, il y a aussi la culture, la langue française, et vous appelez à fêter cette langue. Vous dites qu'il faut effectivement développer. Alors, vous parlez des galas artistes en 2018. Bon, ça a dû être un gala peut-être plus inspirant que d'autres. La reconnaissance de la patrie francophone du Québec est la première option. La fête de l'Amérique francophone, vers un nouveau jour férié, vous dites. Donc, et Montréal, être ou ne pas être une ville nord-américaine de second plan. Alors, est-ce que le fait d'être francophone peut être interprété comme inférieur par rapport à l'anglais, parce que vous semblez dire que justement dans toute cette cohérence, il faut être fier de ses racines, il faut être fier de son identité, il faut être fier donc de sa langue. Ça paraît de suite. Alors, parce que ça aboutit aux questions d'éducation, juste après. Alors là, je vous donne la parole pour expliquer votre amour de la langue française. Bien, premièrement, parce que la langue, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous amène à prendre des décisions, à communiquer, à vivre ensemble. Maintenant, bon, tout dépendant quelle recherche on consulte, une chose est certaine, c'est que d'ici 2050, le français va être une des 3 langues les plus parlées à travers le monde. Maintenant, le Québec commence à se positionner pour aller chercher le marché de l'éducation, le marché des arts. Et justement, nous, on a un festival de l'humour. C'est unique, ça. C'est le Québec qui a mis ça au monde. Alors, toute la question artistique, que ce soit les arts de scène, on pense à la musique, on pense au théâtre, à la danse, on pourrait être des chefs de file, on pourrait même former des gens en Afrique et dans plein de contrées où est-ce que non seulement le français est la langue principale, mais dans plein d'endroits, c'est une langue seconde ou du moins une langue qui est enseignée dans les écoles.
Alors, on devrait se positionner pour aller chercher une plus grande part du marché, savoir, par exemple, d'aller chercher encore plus d'étudiants étrangers et s'organiser parce que si les étudiants étrangers viennent étudier au Québec, un certain nombre restent, demeurent, mais qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils ont des emplois qui amènent une forte rémunération parce qu'ils ont étudié pour avoir de meilleures conditions? Ils envoient de l'argent dans leur pays. Ou certains vont tourner dans leur pays, développer, contribuer au développement de leur pays, mais quoi, avec un héritage québécois. Et ça, si Montréal avait cette vision de dire on est la capitale américaine du français, eh bien, le débat sur le bilinguisme à Montréal, ça serait déjà réglé. C'est une question de vision et de valeur de la langue française, une question de vision pour les 30 prochaines années. Oui, les syndicats, c'est les normes de travail, hein. Par exemple, ça peut être les jours de congé, la salubrité de la classe, s'assurer que la charge de travail est proportionnelle au contrat, etc. Défendre les conditions de travail des syndiqués. Maintenant, l'ordre professionnel, c'est l'acte d'enseigner, c'est la gestion de classe, c'est comment communiquer le contenu. Est-ce que la personne, maintenant que son environnement de travail est sain et serein et parfait pour qu'on puisse enseigner, maintenant, l'ordre professionnel dit, OK, est-ce que tu exerces ton métier, toi, comme professionnel, dans les règles de l'art? Est-ce que toi, tu fais ton métier? Est-ce que tu réussis à faire progresser les enfants selon les normes qu'on s'est données? Est-ce que tes interventions face à des enfants qui ont un caractère difficile sont cohérents avec ce qu'on s'est donné comme éthique, comme protocole? Alors, ça rend les enseignants redevables, déontologiques. Alors, c'est pas alors, le syndicat, c'est pour revendiquer des droits, revendiquer de l'espace, mais l'ordre professionnel, c'est pour être redevable, rendre des comptes, démontrer qu'on est professionnel dans l'acte d'enseigner. Est-ce que vous êtes pour établir une certaine autorité? Parce que on avait l'impression que, disons que l'enseignant, c'était le pote. Salut, comment tu vas? Enfin bon, une certaine familiarité. Et comme on dit, il y a une expression qui dit trop de familiarité crée le mépris. Est-ce qu'il y a aussi un mépris par rapport au savoir, par rapport à la connaissance? Parce qu'on est dans l'instantané, on est dans l'Internet, on est dans donc, le problème de lecture, d'écriture. D'ailleurs, vous parlez aussi d'un autre sujet qui est assez surprenant, mais qui est en même temps lié aussi avec la sexualité. C'est qu'il y a un phénomène aussi disons que la civilisation numérique qui émerge de la civilisation de l'imprimé remet en cause, ou en tout cas, le rapport à la sexualité. Alors j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que vous abordez quand même des sujets assez importants, comme la pornographie n'est plus un phénomène strictement masculin. Donc ça veut dire qu'éventuellement les femmes sont aussi consommatrices. La légalisation de la prostitution améliore-t-elle la qualité de la vie des travailleurs du sexe? Et puis là aussi, pour une commission spéciale sur la prostitution juvénile, ça fait partie disons, des problèmes qui émergent. Est-ce que vous croyez que c'est lié à un changement social ou est-ce que c'est plutôt lié à un changement technologique, c'est-à-dire que Internet permet à tout le monde de devenir son propre média, mais aussi d'avoir accès à tout un tas de choses beaucoup plus facilement qu'avant, comme par exemple la pornographie? Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avant, les mœurs étaient régies, comme particulièrement au Québec, par les prêtres catholiques, hein. Et donc, avec la Révolution tranquille, on a mis le bon Dieu en dehors des écoles. Oui, Vas-y, vas-y. oui. Alors, donc, on s'est dit, ben, maintenant, on n'avait plus de repos. Et c'est pour ça que moi, je crois qu'on doit enseigner la galanterie dans nos écoles. Pourquoi? Pour développer un rapport sain entre les garçons et les filles, pour voir qu'il y a une façon saine d'aborder l'autre sexe
et non pas avec le mépris et non pas de façon animale comme ça peut être présenté justement par les plateformes numériques. Tout à fait, tout à fait. Oui, non, c'est surtout qu'il y a une accessibilité qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant, il fallait se procurer des magazines, c'était pas évident, il fallait prouver qu'on était majeur, enfin bon, c'était plus difficile dans l'imprimé. Maintenant, dans le numérique, il suffit de cliquer, et puis... bon. Alors, pour finir, il y a quand même deux sujets sur lesquels vous abordez, c'est la santé éthique. Alors, alors, vous dites qu'on doit élire un parti qui favorise la vie ou la justice sociale, et qu'il faudrait un état généraux sur la santé attendu de pied ferme. Là, vous êtes après la pandémie, c'est clair, il y a une grosse réflexion qu'il faut avoir dans ce secteur-là. Pardon. Est-ce que vous avez entendu ma question ou... Non, malheureusement, j'ai... OK. Donc, vous dites qu'il faut élire un parti qui favorise la vie ou la justice sociale, et vous êtes pour un état généraux sur la santé attendu de pied ferme. Il faut s'unir pour augmenter le taux de natalité au Québec, ça vous en avez déjà parlé. Mais aussi, alors là, c'est un thème que je voulais aborder à part. Je vous laisse la parole pour les 2-3 thèmes que je vous viens d'aborder, mais je vais revenir sur un autre thème qui me paraît vraiment crucial, qui est l'aide médicale à mourir aux mineurs. Ça, c'est nouveau, ça. Oui. Maintenant, c'est ça. Moi, je crois qu'on a besoin des États généraux sur la question de la santé parce qu'en ce moment, malheureusement, ce n'est pas le bon sens, ce n'est pas l'efficacité, ce n'est pas l'efficience qui prime au Québec. Hein, vous savez, moi, j'ai le privilège d'habiter à la frontière de l'Ontario et je ne vais pas me faire soigner au Québec parce que quand je vais en Ontario, c'est très rapide. Écoutez, au lieu de passer 8, 9, 12 heures, je peux passer 2 ou 3 heures seulement dans les hôpitaux en Ontario. Maintenant, si on avait des États généraux, et on faisait parler tous les intervenants, les infirmières, les préposés, les médecins, les spécialistes et des administrateurs, et aussi des gens qui font de la recherche à l'ENA, qui payent des gens à l'École nationale d'administration publique pour évaluer nos systèmes qui sont mis en place par des fonctionnaires. Maintenant, pour dire Excusez-moi de vous couper, mais l'Institut économique de Montréal a aussi fait beaucoup de rapports là-dessus. oui, ils en ont même publié un aujourd'hui sur la question de la France et de la Suède, si je ne m'abuse. Alors, leur modèle, maintenant, si on pouvait évaluer, aller chercher les meilleures perspectives et se donner des projets pilotes pour voir où est-ce que ça fonctionne, ajuster le tir s'il le faut, et après nationaliser une démarche, un protocole pour améliorer la qualité des services, parce que toutes les ressources sont là, mais malheureusement, le résultat n'est pas là. Et c'est on n'a pas compris votre dernière phrase. C'est ça. Toutes les ressources sont disponibles, sont là. On a des gens qui se donnent à bras ouverts dans nos hôpitaux, mais les résultats ne sont pas là. On n'obtient pas de résultats. Donc, il faut revoir la façon de fonctionner de notre système de la santé. Et pour ça, ça demande des États généraux. Alors, j'aimerais revenir, pour finir, c'est quand même un sujet important, puisqu'on est tous parents ou pères. Vous avez soulevé un point important, en tout cas vous avez écrit un article là-dessus, doit-on accorder l'aide médicale à mourir aux mineurs? Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous avez vu émerger des sentiments suicidaires chez les jeunes? Mais c'est que ce qui arrive, c'est que moi je sais, j'ai eu un neveu, j'avais 12 ans, mon neveu avait 6 ans, il est mort du cancer, je l'ai vu souffrir, je l'ai vu dépérir. Et ça, c'était dans les années 70. Maintenant, le système de santé s'est amélioré. Mais c'est toujours déchirant de voir un enfant souffrir, de le voir combattre une maladie qui est pas en mesure de surmonter. Plutôt que de mort à un enfant parce qu'il souffre, est-ce qu'on ne pourrait pas justement investir davantage dans la recherche, dans les soins, investir davantage justement comme on peut soulager la douleur et mieux accompagner nos enfants avant d'arriver à dire, ben non, on arrête cela, on donne la mort. Il me semble que ce n'est pas de trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie et de régler le problème d'une manière trop drastique, à mon avis. Donc là, il faudrait donner plus de moyens à l'hôpital Sainte-Justine, qui est une référence internationale pour l'enfance. Alors, vous concluez, il faut bien conclure, sur une note d'humour, parce que c'est vrai que j'en ai pas assez parlé, mais vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup le rire, et c'est vrai que même François Dolto le disait, le rire est important.
Mais vous parlez d'humour, je dirais que c'est presque de l'humour aussi, du sport. Donner plus de latitude à l'offensive au hockey, ça c'est une sorte de petit clin d'œil. Mais aussi l'importance de l'humour en temps de pandémie. Alors là, écoutez, moi j'ai juste mis, et on en a parlé avec mes collègues ici à Lux Media, c'est qu'il y a eu 6700 morts de personnes aînées, qui est vraiment, ça a été une catastrophe. C'est difficile d'en rire, mais vous trouvez quand même le moyen d'en rire, ou en tout cas de rire de la situation, pour garder espoir quelque part. C'est pas de la situation que je ris, c'est que c'est important que dans la situation, on puisse avoir des occasions de rire, des occasions d'avoir du plaisir, des occasions justement où est-ce qu'on peut vivre des moments ludiques, parce que l'humour, le rire nous permet de passer au travers des... Moi, en tant qu'aumônier, j'ai accompagné plusieurs personnes qui ont vécu, par exemple, des décès dans leur entourage. Et j'ai remarqué que dans tous les salons funéraires, lorsqu'on parle du défunt ou de la défunte, il y a toujours un moment où est-ce qu'on se rappelle des anecdotes et on se met à rire. Et ça nous aide à passer le deuil. Même le rire, à certains moments, quand c'est de circonstance, nous aide à passer au travers des épreuves difficiles. Et c'est surtout ça le sens de mon message. Très bien, bah, écoutez, c'est super. On conclut sur une belle note positive et optimiste. Mais on a quand même abordé les sujets que je vous invite, messieurs, dames, à aller consulter en achetant le livre. Alors, c'est ma vision pour un Québec démocratique, donc tome 2, Éric Lantier, aux éditions Liberté numérique, donc dans la collection Vie sociale et politique. Alors, il y a un lancement, donc rappelons le lancement et éventuellement où on peut vous joindre aussi, c'est important. Oui, bien, le lancement au 264 Saint-Zotique-Est à Montréal, tout près du métro Beaubien. Et c'est le 19 janvier. C'est un 5 à 7. Vous êtes les bienvenus. Et j'ai eu la confirmation qu'on va avoir un conseiller municipal de la ville de Montréal, Monsieur Courville, qui va être là, le conseiller de l'arrondissement Saint-Michel. Alors, pour moi, c'est toute une belle marque d'appui de la part de ce conseiller. Très bien. Bah, écoutez, on vous souhaite un bon lancement. Et donc, merci, messieurs, dames, pour votre écoute. Merci l'aumônier des médias, donc Éric Lantier, qui nous a accompagnés là. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir été avec nous pendant un moment. Et à bientôt et une prochaine émission.